Ça a marché. Moi, je suis allé au Mali à une époque, il n'y avait aucun problème. Maintenant, on n'y va plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a paupérisé le Mali. On a fait venir plein de Maliens. Le Mali est devenu pauvrissime. On a continué à exploiter les sous-sols justement pour avoir les matériaux rares qui nous permettent aujourd'hui de faire des voitures prétendument écologiques. C'est-à-dire les voitures hybrides qui fonctionnent aujourd'hui à l'électricité fonctionnent à l'électricité nucléaire. Et quand elles ne fonctionnent pas à l'électricité nucléaire, elles utilisent des métaux rares qui eux-mêmes sont prélevés en Afrique. Et voilà pourquoi on est au Mali. On n'est pas là-bas parce qu'on aime tellement la liberté qu'on les préserve du djihadisme. On s'en fout du djihadisme là-bas. On veut juste pouvoir exploiter, avoir des bases et pouvoir exploiter le sous-sol des Africains parce que la France est tellement islamophile de manière intérieure qu'elle est islamophobe sur la totalité de la planète. Il n'y a rien de... C'est formidable l'islam en France, mais alors dès qu'on peut tabasser des Afghans, dès qu'on peut tabasser des Irakiens, dès qu'on peut tabasser des Libanais, des Libyens, dès qu'on peut tabasser des Palestiniens, dès qu'on peut tabasser des Maliens, alors là, il n'y a aucun problème, on peut y aller. On fait des bombes, on fait des tapis de bombes, et voilà. 5 ou 6 millions de gens sont morts, de musulmans sont morts dans les frappes occidentales. Pour quelle raison? Parce que on vend des armes, complexe militaro-industriel, possibilité pour les gens qui fabriquent des bombes, des avions à réaction, etc., de dire il n'y a pas de problème. Et après, on fait quoi? Quand on a fait beaucoup d'argent, on finance les chefs d'État américains, qui eux-mêmes financent ces guerres, qui sont des guerres islamophobes. Ces guerres islamophobes génèrent le terrorisme. Le terrorisme, il tombe pas du ciel. Voilà des gens à qui on a dit, vous aviez un pays, vous aviez un chef. Ce chef, c'était Adolf Hitler. On détruit votre pays et en même temps, on installe la terreur au quotidien. Que font ces gens-là? Ils arrivent en Occident, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont perdu leur boulot, leur dignité, leur pouvoir d'achat, leur langue, leur culture, leur tradition, leur nourriture. Ils ont perdu tout ça. Ce sont comme des animaux en cage et on leur dit voilà vous avez la liberté, ils sont là, etc. Mais il y a des gens qui deviennent paumés et qui peuvent se faire endoctriner par l'islam politique parce que d'un seul coup c'est un horizon. Parce que c'est une hypothèse. Si on vous dit, mais vous vivez dans un endroit qui vous déteste, ils sont tous racistes, votre pays, vous n'y êtes plus, vous n'y allez pas, vous n'y retournez pas, puis vous faites quoi? Vous avez un pays qui s'appelle l'islam. Votre pays, c'est l'islam, c'est l'Oumma. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas une politique nationale, une politique européenne, une politique planétaire et mondiale, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas de projets qui ne soient pas des projets d'argent, de fric, en disant allez-y, circulez, c'est formidable, plus on a des migrants ici, plus on peut baisser les salaires. Évidemment, vous avez des gens, ils viennent du Mali, ils n'ont pas de papier, et ils viennent dire, mais moi, si vous voulez, je vous fais la plonge. Et on leur dit, d'accord, pas de problème, tu me fais la plonge, mais en même temps, pas de papier, pas de truc, je te donne un petit peu d'argent, pas de retraite, pas de sécurité sociale, les sans-papiers trouvent des petits boulots comme ça, et en même temps, quelqu'un qui arrive et qui dit, mais non, mais moi, je veux un salaire, je veux des vacances, je veux une retraite, etc. On dit, mais qu'est-ce que vous imaginez? Donc, si vous ne voulez pas ce boulot-là, il y en a 200 qui attendent, là. Donc, l'immigration telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle fait le jeu du capitalisme planétaire. C'est formidable, l'immigration. Et c'est pas étonnant si le MEDEF est pour, si la droite libérale, la gauche libérale sont pour, et qu'en même temps on dit venez, 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 ça fait une main d'œuvre pas chère du tout, et en même temps on vous humilie, on vous exploite, on vous méprise. On va vous mettre dans des cages à lapins, on va laisser vos gamins dans les caves, il va falloir faire du trafic de hashish pour vivre, de cocaïne, de drogue, ou etc. Et puis on ferme les yeux là-dessus. Territoire perdu de la République, aucun problème. Tout ça rend possible le business. Ça rend possible le business. L'immigration est une chose qu'on ne doit pas laisser aller en disant venez quand vous voudrez, puisqu'on sait très bien que dans ces cas-là, c'est la loi de la jungle. L'immigration, c'est quelque chose qui doit être voulu entre un État, entre un continent, donc la France, l'Europe, et puis entre d'autres pays avec lesquels on passe des accords de coopération. Il faut qu'il y ait des universités au Mali, il faut qu'il y ait des hôpitaux au Mali, il faut qu'il y ait des routes, des autoroutes, il faut qu'il y ait des centrales électriques, il faut qu'il y ait des possibilités d'avoir, je sais pas quoi, des garages, des voitures, des écoles, etc. Tant qu'on ne pensera l'immigration qu'en termes de c'est bien l'immigration ou c'est pas bien, vous êtes pour ou vous êtes contre, vous êtes pour, vous êtes formidable, vous êtes contre, vous êtes comme Marine Le Pen, vous êtes un salaud. Non, la question de l'immigration, c'est laquelle, quand, pourquoi, à quoi sert cette immigration aujourd'hui, pourquoi fait-elle le jeu du grand capital, pourquoi est-ce qu'effectivement ça permet de détruire le code du travail, pourquoi ça permet de détruire les salaires, pourquoi ça permet de détruire les retraites, parce qu'on a une main d'œuvre qui est taillable et corvéable à merci, dès lors que quand on parle aujourd'hui de la traite des esclaves, c'est formidable d'aller chercher des poux dans la tête des gens en disant mais il y a une traite des esclaves là en 1492. Ouais, d'accord, très bien. Mais il y a actuellement une traite des esclaves. Quand on laisse passer tous ces migrants en disant venez, 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 installez-vous où vous voulez, il y a toujours une toile de tente ici, il y a un bout de square là, il y a un endroit où vous allez pouvoir vous mettre à l'abri ici, puis voilà, puis débrouillez-vous pour le reste. Tout ça c'est formidable. Moi j'appelle ça de la traite.
esclavagiste. Et j'estime que si on ne pense pas l'immigration, ce que j'ai essayé de faire un peu rapidement, si on ne pense pas des solutions à la question inévitable de l'immigration, bien sûr qu'il y en a toujours, il y en aura toujours, et on n'arrête pas l'immigration en remettant les gens à la mer, ou en remettant les gens sur des bateaux, on les renvoie chez eux, ça n'a aucun sens. C'est la thèse de l'extrême droite, c'est pas la mienne, mais c'est juste de dire quelle politique de l'immigration pouvons-nous avoir qui serait une politique de civilisation. On est en train de détruire les civilisations. Moi, j'adore l'art africain, je collectionne un peu d'art africain. Je suis curieux de ces civilisations-là. Que sont-elles devenues ? Que sont-elles devenues ? La civilisation, c'est quoi pour ces gens-là ? On a détruit leur peuple, leur langue, leurs coutumes, leur façon de s'habiller. Ils sont tous avec des Nike, des machins, des téléphones portables, etc. On dit, mais c'est ça que vous voulez, un grand marché planétaire ? Avec des gamins qui sont des consuméristes, des gamins pour lesquels l'horizon indépassable, c'est le grand magasin dans lequel on peut acheter, le supermarché dans lequel on peut acheter des choses, des objets, des biens avec lesquels on peut pouvoir frimer, montrer que, etc., etc. Mais quand vous regardez la sagesse africaine, on l'a pillée, on l'a massacrée. C'était une sagesse extraordinaire, une sagesse panthéiste, de rapport à la nature, au temps, aux éléments, à la nuit, au jour, aux étoiles. Moi, j'ai adoré en Mauritanie entendre des conteurs me raconter des choses, alors que on avait l'impression sur le toit d'une maison qu'il suffisait de tendre le bras pour décrocher des étoiles. Et on se dit, mais qu'a-t-on fait de la civilisation malienne, mauritanienne ? Ah bah, quand il s'agit d'avoir 3 statues au Quai Branly, c'est formidable, les arts africains, les arts premiers, ça c'est formidable. Mais quand il s'agit de dire qu'avez-vous fait de ces civilisations que vous continuez de détruire ? L'immigration sauvage et libérale, comme elle est pratiquée, est un génocide de civilisation. On tue des civilisations. Mais le grand marché planétaire qui veut un gouvernement planétaire et qui ne veut que des individus qui consomment, quelle que soit leur religion et leur couleur de peau, a intérêt à dire traversez la Méditerranée, pas de problème. Venez chez nous, vous allez vider nos poubelles, vous allez utiliser les services sociaux, vous allez vous entasser dans des cages d'immeubles où ça va sentir les urines de chiens, de chats, de pisse, d'humains, même et ce genre de choses. Mais c'est ça qu'on vous propose. Vous allez vivre ici, c'est très bien, vous allez voir, avec des dealers qui font régner la loi. C'est ça qu'on veut. C'est pas l'idée que je me fais de la France, c'est pas l'idée non plus que je me fais de l'hospitalité. Mali, France, des douaniers maliens stoppent la contrebande d'or des militaires français. Eh bien, mesdames, messieurs, les douaniers maliens ont réussi à stopper la contrebande par des soldats français de caisses contenant une grande quantité d'or pur, et l'opération a été documentée en présence d'observateurs internationaux et de plusieurs journalistes. Ces militaires français qui pillent les richesses du Mali ont déclaré haut et fort aux autorités maliennes que les cartons n'étaient remplis que de quelques armes légères et qu'ils recevaient directement les ordres du président français Emmanuel Macron et non pas du tout des autorités maliennes. Lorsque les boîtes ont été ouvertes, le choc a été écrasant. C'est la France, messieurs, qui a vécu et vit du bien des autres. La France qui n'a pas de mine d'or sur son sol, aujourd'hui est la 4e puissance, pour ne pas dire la 4e grande réserve d'or au monde, avec 2436 tonnes, d'une valeur d'environ 111,8 milliards de dollars. Le Mali, qui possède 860 mines d'or et produit 50 tonnes par an, ne dispose pas d'une seule tonne de réserve d'or sur son sol. La véritable interrogation, c'est pourquoi ? Où va tout l'or du Mali? Qu'est-ce qu'on fait de cet or du Mali? Qui est d'ailleurs à l'origine du pillage? Eh bien, nous allons justement nous poser des questions. Eh bien, il ne faut pas également oublier quelque chose d'important. La France est au Mali pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est la raison officielle. Allez justement savoir si le terrorisme on pourrait dire, c'est même déjà, comme Albert Anatole ici aime souvent dire, y a-t-il déjà eu même un bémol du terrorisme du côté du Mali, car tous les jours, on compte des morts. Messieurs, voilà ce qui se passe du côté du Mali ce week-end et ce qui s'est passé du côté du Mali. Président Badakani, on l'a montré d'ailleurs ici sur le plateau de Libye ce matin, eh bien des militaires français en train de creuser de l'or, si on pourrait encore avoir cette image d'ailleurs qui nous avait été envoyée par un téléspectateur et qui nous faisait comprendre que, eh bien, ces personnes qui disent aux Africains haut et fort qui sont en train de lutter contre le terrorisme au Mali, eh bien, ce n'est pas le terrorisme, ils sont là pour le pillage. C'était encore le cas ce week-end, des cartons remplis, il faut le dire, d'or et surtout d'or pur. Sub-Saharan Africa has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay?
and Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about. What I want to show you is how these structures are operating. It's just 20 minutes, so we can't do very much, but just to give you a little bit of an idea. And why I keep the ideology part there is because we are part of the producers of ideology. At universities and academic institutions, we are complicit in this whole enterprise. Okay, so the job of many Western academics is to convince Africans they have to keep doing what they're doing. Okay? And to show them it's your fault that you're poor. It's not our fault. It's your fault that you're poor. You know? So this is what we do in academic institutions, and I want to show that as well. Let me just start. This is what it's basically about, so you know what it's about. But I want to just show you the extent to which Africa is specializing in the production of raw materials and basic agricultural goods. We know the basic forces that have caused this underdevelopment. We know it's colonization. I will not discuss that very much because my colleague speaker is going to go into some aspects of this. But I do want to discuss the global economic structures, the global financial institutions, and economic ideology, briefly, to give you a flavor of those. Let me start with this. You can't really see it so easily, but if those of you who are interested, you want the PowerPoint, I'm sure we can make it available to you. But the thing that you really need to see is the top line. Okay? And the extent of dependency is captured by this statistic at the top. Okay? And you compare it with all other income groups, and what you see is essentially in that one statistic how dependent sub-Saharan Africa is on raw material production. Okay? This is the very heart of what makes sub-Saharan Africa beat. Okay? Here, just to have a look at one very important additional statistic, with all this export coming from sub-Saharan Africa, how much does sub-Saharan Africa account for in terms of global trade value? We know there are vast resources coming from there, but look at the bottom line in terms of global trade value. Look at that. 0.5%, 1975, 0.95%, going down to 0.1. To 0.1. Meaning that with all these vast resources being produced, how much are they getting for it? Nothing. Nothing. This is a very significant piece of data. Then I just want to show you what has happened to sub-Saharan Africa, because what we know, and from all studies,
no country ever develops without manufacturing. Okay, producing raw materials will not take you anywhere. Producing basic agricultural goods will not take you anywhere. And let's have a look at how much manufacturing activity takes place in sub-Saharan Africa. We can look over the last 15 odd years, 15, 20 years. And we see manufacturing has actually declined as a percentage of the total. This is percentages of total production in sub-Saharan Africa. How much of it is accounted for by manufacturing? So this figure here is 17% of the total. Most of the rest, when we talk of industry, it includes manufacturing, but the bulk of it is mining. Okay? Raw material extraction. This is the bulk of it. And here we see actually raw material extraction has stayed the same. What has caused industry to fall is the fall in manufacturing production. This is deliberate because we will never, as Western economists, as Western policymakers, we cannot afford to allow Africa to industrialize and start producing manufactures. Okay, so we will do everything to stop that. And I'm going to show you how we actually block that.